Bonjour à tout le monde. Cette session est une introduction au test d'hypothèse, donc un domaine très important en statistique. Alors le plan est très simple. Je vais commencer dans une introduction par présenter ce que c'est qu'un test d'hypothèse. Voilà un exemple. On va faire comprendre qu'un test, c'est une prise de décision dans l'incertain. Donc qui dit prise de décision dit erreur potentielle, et je vais ensuite présenter les erreurs que l'on peut faire en faisant un test. Et enfin, je terminerai par l'introduction à deux tests très classiques, donc le test sur une moyenne et le test sur une proportion. Donc tout de suite, l'exemple introductif. Donc il s'agit d'une expérience que vous connaissez très bien. C'est un lancer d'une pièce de monnaie en l'air. Donc on lance 10 fois la pièce de monnaie. Donc la probabilité d'avoir pile ou face d'ailleurs est égale à 0,5 en supposant vrai naturellement l'hypothèse H0, qu'on va appeler H0, comme quoi la pièce est correcte, elle n'est pas biaisée. Donc il y a autant de chances d'avoir pile que face. Et donc si on s'intéresse au nombre de piles obtenues, donc on va appeler X le nombre de piles obtenues au cours des 10 lancers, eh bien on reconnaît une loi binomiale, donc X puis une loi binomiale, de paramètre 10, donc nombre de lancers, et donc 0,5 proba d'avoir un pile au cours d'un lancer. Eh bien, je pense que tout le monde se rappelle de la formule qui donne l'espérance. Donc la valeur espérée pour x, la moyenne de x, c'est np, donc 10 fois 0,5, donc 5. Voilà. Ceci dit, donc ça c'est la valeur espérée, la plus probable, mais on peut très bien donc avoir n'importe quelle valeur pour le nombre de piles. On peut très bien avoir 0 pile, 1 pile, 2 piles, 3 piles, jusqu'à 10 piles. Ça vous le savez déjà, c'est connu, c'est l'étude de la loi binomiale. Voilà. Alors ce qui nous vaut, c'est qu'on va maintenant s'intéresser à la conclusion que l'on peut prendre quant à l'hypothèse H0, comme quoi la pièce est correcte, au vu du résultat de l'expérience. Alors on va faire travailler d'abord l'intuition. C'est-à-dire que je pense que si on obtient 5 piles au cours des 10 lancers, vous aurez a priori aucune raison de rejeter l'hypothèse comme quoi la pièce est correcte. Donc il n'y a rien de suspect, si vous voulez, aucune suspicion quant à la pièce, si on obtient 5 piles qui correspondent à la valeur espérée. Je pense que, intuitivement aussi, tout le monde n'aurait aucune suspicion si le résultat d'expérience est 4 ou 6. 3 ou 7, je pense que c'est aussi des valeurs tout à fait plausibles pour vous. Bon, alors maintenant, que se passe-t-il si on obtient 10 piles ou 0 piles au cours des 10 lancers? Alors, ce sont des valeurs possibles, naturellement. Il est possible d'avoir 10 piles au cours des 10 lancers. C'est possible. Maintenant, je pense que tout le monde imagine, sans faire de calcul, on fera le calcul ensuite, que c'est une valeur qui est extrêmement basse. C'est-à-dire que la probabilité d'avoir 10 piles au cours des 10 lancers est très faible. Du coup, naturellement, si vous avez 10 piles, vous aurez une suspicion quant à la pièce. Enfin, on pourrait avoir une suspicion quant à la pièce. Donc, dans la mesure où la probabilité qu'une pièce correcte donne un résultat de 10 est très faible, on aura peut-être envie de rejeter l'hypothèse comme quoi la pièce est correcte. Vous avez ici les calculs que donne la loi binomiale pour cette expérience. En fait, vous voyez bien que la probabilité d'avoir 10 piles au cours d'une épreuve est très faible, puisqu'elle est plus petite que 0,001, donc 1 sur 1000. Donc c'est possible, effectivement, mais il y a très peu de chances d'avoir un tel résultat. Donc je pense qu'on peut comprendre que dans ce cas-là, dans la mesure où cette probabilité est faible, on rejette l'hypothèse H0 comme quoi la pièce est correcte, et dans ce cas-là, tout le monde comprend que le risque d'erreur, c'est-à-dire que la probabilité de se tromper quand on prend cette décision est très faible, puisqu'il y a très peu de chances d'avoir 10 piles avec une pièce correcte. Voilà. Naturellement, la probabilité d'avoir au moins 9 piles, si on inclut le 9, est plus forte. Si on passe à 0,011, plus grand ou égal à 8, c'est 0,055, plus grand ou égal à 7, 0,72. Donc à 7, par exemple, je ne pense pas que vous ayez envie dans ce cas-là de rejeter l'hypothèse comme quoi la pièce est correcte, puisqu'il y a quand même 17 chances sur 100, donc d'avoir au moins 7 piles lorsqu'on fait 10 lancers. Voilà. Donc c'est une expérience très simple pour essayer de vous faire un petit peu intuiter ce que c'est qu'un test d'hypothèse
de vous faire comprendre en fait que un test d'hypothèse, c'est de se décider par rapport à une hypothèse et dans cette décision, naturellement, d'essayer de ne pas avoir un risque d'erreur trop élevé. Alors, on va maintenant parler justement des erreurs possibles. Un test, donc comme je l'ai dit, c'est une prise de décision. Alors, une prise de décision dans l'incertain, très important, hein, on reste dans un monde aléatoire. Hein. Une prise de décision dans un monde certain, c'est assez facile, hein, il n'y a pas de risque d'erreur. Là, on se place naturellement dans un domaine où il y a incertitude. L'hypothèse que vous allez étudier, elle est vraie ou elle est fausse, et vous ne savez pas, hein, c'est quelque chose d'impalpable, vous ne savez pas si l'hypothèse est vraie ou fausse. On verra que si on le savait, naturellement, la décision serait facile. Donc dans la pratique, on ne sait pas si l'hypothèse est vraie ou fausse. Mais vous avez quand même, vous, en tant que décideur, à prendre une décision, et votre décision concerne l'hypothèse. Mais attention, vous ne décidez pas si l'hypothèse est vraie ou fausse, vous décidez d'accepter l'hypothèse ou de la refuser. Donc, il faut bien comprendre qu'on ne décide pas quant à la véracité de l'hypothèse, simplement on décide d'accepter ou de rejeter l'hypothèse. Le tableau suivant, on va en fait nous synthétiser tous les cas possibles et nous présenter les types d'erreurs que l'on peut faire quand on prend justement notre décision d'accepter ou de refuser. Donc encore une fois, hein, il y a deux possibilités quant à l'hypothèse, elle est vraie ou elle est fausse. Mais vous ne savez pas si elle est vraie ou si elle est fausse. Hein. Dans le cas de la pièce, par exemple, on ne savait pas si la pièce était correcte ou pas. Hein. Et à la limite, on ne le saura jamais. Hein. Si la pièce est correcte, on ne le saura jamais. Hein. On ne sait pas si l'hypothèse est vraie ou fausse. Si on le sait, hein, dans le cas où on le saurait, hein, la décision serait évidente, bien sûr. On prendrait une décision qui est d'accepter quand elle est vraie, hein, ou de rejeter quand elle est fausse. Donc ici, tous les cas possibles sont présentés. Si l'hypothèse est vraie, d'accord, et qu'on l'accepte, eh bien notre décision est correcte, hein, on prend une bonne décision dans ce cas-là. Si par contre, dans le cas où l'hypothèse est vraie, on la refuse, l'hypothèse H0, on fait une erreur. On appelle cette erreur l'erreur de première espèce, hein, qui correspond donc à la probabilité de rejeter à tort l'hypothèse qui est vraie. Hein. On rejette l'hypothèse alors qu'elle est vraie. Si on refuse une hypothèse qui est fausse, donc si l'hypothèse est fausse et qu'on la refuse, ben c'est correct également, donc on prend une bonne décision dans ce cas-là, hein, qui est de rejeter une hypothèse qui est fausse. Et si on accepte, hein, si on ne refuse pas l'hypothèse qui est fausse, hein, dans ce cas-là, on se trompe également, mais ce n'est pas la même erreur qu'on a fait dans le cas précédent. En fait, on appelle ça l'erreur de deuxième espèce. C'est la probabilité, en fait, d'accepter à tort l'hypothèse H0. C'est d'accepter l'hypothèse H0 alors qu'elle est fausse. Et donc, ce n'est pas du tout égal, hein, on verra ça plus tard, malgré les erreurs que peuvent faire certains au niveau d'interprétation, hein, ce n'est pas du tout égal à l'erreur de première espèce qui correspond au risque de rejeter à tort une hypothèse qui est vraie. Hein, donc, première espèce, c'est le cas qui est en bas, à gauche, hein, et en haut, à droite, donc c'est l'erreur de deuxième espèce, donc à ne pas confondre. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, si vous saviez la véracité, la vérité quant à l'hypothèse H0, ce serait facile, la décision serait évidente. Hein. Si on savait que l'hypothèse est vraie, bien sûr, on accepte, et si on sait que l'hypothèse est fausse, on refuse. Hein. Le problème, c'est qu'on ne sait pas, et on ne saura jamais, si l'hypothèse est vraie ou fausse, on reste dans l'incertain. Hein. Beaucoup de gens imaginent qu'en statistique, on supprime le hasard. Bien sûr que non, hein, on ne supprime pas le hasard, on mesure l'effet potentiel du hasard, hein, on fait des calculs quant à l'effet du hasard, mais on ne supprime pas le hasard. Hein, tout ce qu'on fait, c'est que dans certains cas, on peut évaluer des risques d'erreur, donc faire des calculs, mais ces calculs ne suppriment en aucun cas le hasard. Voilà, donc ce tableau paraît très simple à comprendre, a priori, hein, puisqu'il n'y a pas de cas possible, voilà, on conclut, c'est correct, c'est une erreur. Hein. Il nécessite quand même une petite réflexion, et je pense qu'il faudra, au fur et à mesure qu'on va faire différents exemples de tests, que vous reveniez à ce tableau pour bien vous imprégner, en fait, de la notion d'erreur que l'on peut faire quand on prend une décision. Hein. Et je pense que vous allez vous-même, en fait, vous tromper
en interprétant parfois vos résultats. C'est normal, hein, quand on apprend, on se trompe. Hein. Et il faudra toujours en fait revenir à ce tableau pour bien en fait vous référer aux différents cas par rapport à l'hypothèse et en fait à la décision qu'on prend qui est d'accepter ou de rejeter. Alors on va maintenant introduire un autre test en fait qui est le test sur une moyenne. Alors je vais introduire ce test comme je le fais à chaque fois à l'aide d'un exemple. Donc supposons que le directeur de Subdeco, du programme Subdeco, donc François Fiorina, affirme que l'étudiant de l'école travaille en moyenne, donc en dehors des cours, 15 heures par semaine. C'est une affirmation, il fait l'hypothèse, H0, comme quoi les étudiants d'école travaillent donc en moyenne 15 heures par semaine en dehors des cours. Alors, vous avez un doute dans cette hypothèse et vous souhaitez donc tester l'hypothèse, donc prendre une décision quant à l'hypothèse proposée, comme quoi la moyenne des heures de travail est égale à 15. Donc l'hypothèse H0, proposée par François Fiorina, c'est mu égale 15, donc la moyenne du nombre d'heures de travail dans la population est égale à 15. Donc c'est une représentative, X, nombre d'heures de travail par semaine, et donc l'hypothèse qui est proposée, H0, c'est mu égale 15, dans la population d'étudiants de l'école. Alors, supposons que pour tester l'hypothèse, on prenne un échantillon aléatoire de la population d'étudiants Subdeco, et que sur cet échantillon de taille 50, c'est un exemple particulier, on calcule, on trouve une moyenne d'échantillons égale à 13, avec un écart type échantillonnal égal à 6. Donc M, sur la notation qu'on a pris dans le cours, est égal à 13, et S, l'écart type d'échantillon, le S, est égal à 6. Que pensez-vous de la différence entre 15 et 13? C'est-à-dire, que pensez-vous de la différence entre ce qui est proposé comme valeur pour la moyenne de la population, 15, et donc ce que vous avez calculé, vous, dans l'échantillon, c'est-à-dire une valeur de 13? Est-ce que cette différence vous paraît importante ou pas? Dans la pratique, le mot important est un peu flou. En statistique, on aura un terme plus précis, qui est le terme significatif. Est-ce que la différence observée donc, entre l'hypothèse, comme quoi c'est 15, et votre résultat d'échantillon, qui est de 13, est-ce que cette différence observée est significative? Alors ça veut dire quoi significative? Est-ce que cette différence est assez grande pour rejeter l'hypothèse comme quoi elle est due au hasard? Je m'explique. En fait, si l'hypothèse H0, comme quoi la moyenne de la population est égale à 15, il est possible, naturellement, d'avoir dans un échantillon de taille 50, par hasard, une moyenne de 13. C'est possible. Puisque, on l'a vu dans le cours d'échantillonnage, en fait, d'un échantillon à l'autre, la moyenne varie. J'ai obtenu 13 sur l'échantillon de taille 50, avec un autre échantillon, j'aurais pu obtenir par exemple 14, 15, 16, 17. Donc la moyenne d'échantillons est une variable aléatoire qui varie d'un échantillon à l'autre. Seulement, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'un tel écart est plausible? Est-ce qu'il y a beaucoup de chances d'avoir un tel écart par le hasard d'échantillonnage? Donc on va juger de l'importance de cet écart. Si l'écart est trop grand, si vous calculez qu'il est trop grand pour être attribué au hasard, vous allez donc rejeter l'hypothèse H0 comme quoi la moyenne de la population est égale à 15. Si par contre l'écart, vous calculez que finalement il est assez faible, il sera tout à fait plausible que cet écart-là soit dû au hasard. Donc on va faire un calcul finalement assez classique, d'essayer de calculer l'effet potentiel du hasard et de juger ensuite de notre différence entre 15 et 13 par rapport à ce que le hasard peut produire. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'avec le bagage que vous avez déjà, c'est-à-dire l'estimation, vous êtes capable de faire ce test, c'est-à-dire de prendre une décision sur l'hypothèse H0. Donc l'hypothèse H0,
c'est l'hypothèse comme quoi mu est bien égal à 15. Donc c'est l'hypothèse, elle sera sur une au départ, la moyenne de la population est bien égale à 15. Pourquoi on appelle ça l'hypothèse nulle? Simplement parce que c'est l'hypothèse du hasard. C'est-à-dire que si mu est bien égal à 15, c'est par hasard qu'on a obtenu un écart de 2 ici, dans l'échantillon, on a obtenu une moyenne de 13 dans l'échantillon, alors que l'hypothèse donnait 15. Alors, vous êtes capable, à partir justement d'un échantillon de taille 50, dans lequel on a calculé une moyenne de 13, de donner un intervalle de confiance à 95% pour la moyenne de la population dont a été extrait l'échantillon. On applique simplement la formule, vous connaissez bien, donc pour la semaine dernière, c'est n plus ou moins le t de student multiplié par l'estimation de l'écart type de la moyenne, donc c'est s sur racine de n, s étant donc l'écart type échantillonnal, c'était 6 ici, multiplié par un terme correcteur qu'il faudra utiliser si on n'a pas une population de taille très grande par rapport à l'échantillon. Donc dans ce cas-là, application numérique, je vous laisse le faire, et donc vous pouvez arrêter un petit peu la vidéo pour faire le calcul sur une feuille de papier ou avec Excel. Donc m est égal à 13, donc moyenne d'échantillon. Le t de student, on le calcule pour 0,05 et pour n-1, donc 49 degrés de liberté. Le s, là, c'est 6. Donc le n, c'est 50, et le terme correcteur, on le calcule. Et on obtient donc un intervalle de confiance qui est de 11,3, 14,7. Alors, je vous ai dit que vous étiez capable maintenant de prendre une décision. Votre décision, c'est donc, non pas, attention, de dire que H0 est vrai ou faux, ça, on ne peut jamais dire ça. Par contre, c'est accepter, vous devez accepter ou rejeter l'hypothèse H0. Alors, dans la mesure ici, où 15 est à l'extérieur de l'intervalle de confiance, si vous rejetez H0, vous avez en fait peu de chances de vous tromper. L'hypothèse H0 est très peu probable puisqu'il y a seulement 5% de chance au plus d'avoir une valeur pour mu qui est à l'extérieur de l'intervalle de confiance lorsque la moyenne d'échantillon est égale à 13. Vous avez, avec un échantillon dans lequel on calcule une moyenne de 13, une probabilité très faible, donc inférieure à 0,05, d'avoir un mu, population, qui soit à l'extérieur. Or, nous, il est à l'extérieur. Donc, cette hypothèse de 15 est très peu probable, et on peut donc rejeter assez facilement l'hypothèse, dans ce cas-là, et si on la rejette, on a un risque de se tromper qui est assez faible, puisque c'est au plus 5%. Voilà, donc le principe du test, c'est ça. Donc on prend une décision par rapport à l'hypothèse. Naturellement, cette décision, elle s'appuie sur des calculs de risque d'erreur, de premier aspect, ce que l'on peut faire. Donc maintenant, on va présenter ça d'une manière un peu plus rigoureuse, avec différentes étapes. Et on va voir en fait qu'il y a différentes méthodologies pour faire ce test. Donc la première méthodologie que je vais mettre un petit peu maintenant en forme correspond à ce qu'on vient de voir, donc l'intervalle de confiance. Donc dans ce cas-là, c'est ce qu'on vient de faire en fait, on formule d'abord l'hypothèse nulle, donc l'hypothèse du hasard, qu'on appelle H0. Dans notre cas ici, c'était mu est égal à 15. Et l'hypothèse alternative, donc ce qu'on appelle aussi la contre-hypothèse, qu'est-ce qui se passe quand l'hypothèse H0 n'est pas vraie? Si mu, donc, si H0 n'est pas vrai, mu est différent de 15. Ensuite, deuxième chose que l'on fait, deuxième étape de méthodologie, c'est choisir un seuil de signification pour le test. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, on se fixe en fait le risque tolérable d'erreur quand on rejette l'hypothèse. Le alpha correspond à l'erreur de première espèce qui est acceptable. Dans la pratique, le risque d'erreur de première espèce acceptable que l'on se fixe, en général en gestion, c'est 5% ou 1%. Les deux alpha classiques qu'on va utiliser dans notre test, c'est un risque alpha égale 5% ou un risque de 1%. Donc dans notre test ici, on se fixe un alpha égale 5%, c'est-à-dire que quand on rejette l'hypothèse, H0, ce sera dans le cas où le risque d'erreur, en rejetant,
hein, sera bien inférieur à ce risque limite de 5%. Troisième étape de méthodologie, donc on calcule l'intervalle de confiance. Donc on applique dans ce cas-là la formule, alors la formule avec t ou avec z, suivant les cas. Dans notre exemple ici, on trouve donc un intervalle de confiance qui est 11,3 à 14,7. Et quatrième étape, on prend notre décision quant à l'hypothèse H0. Donc la décision, c'est d'accepter l'hypothèse ou de la rejeter. Dans le cas ici, dans notre exemple, où le mu0, donc le 15, est en dehors de l'intervalle, on rejette l'hypothèse H0, et dans ce cas-là, on peut dire que le risque d'erreur est au plus égal au seuil qu'on s'est fixé de 5%. Parce que l'intervalle de confiance qu'on a calculé donc, était à 95%, c'est-à-dire qu'il laissait en fait 5% en dehors de l'intervalle. 95% dans l'intervalle et 5% en dehors. Alors, on va maintenant présenter une deuxième méthodologie pour faire ce test, qui est intéressante également et qui va nous amener en fait finalement à une troisième méthodologie par derrière, qui est celle qu'on va employer de manière pratique parce qu'elle est beaucoup plus simple au niveau des calculs. En fait, les hypothèses que l'on teste sont bien sûr les mêmes, il n'y a pas de différence. On s'intéresse donc à tester l'hypothèse comme quoi mu population est égal à 15, alors mu0 est égal à 15, et H1, donc contre-hypothèse, un mu différent de 15. Alors, ce qui est différent au niveau des calculs, c'est que maintenant, on va calculer l'écart entre m et mu0, donc m moins mu0, entre 13 et 15, en pratique, cet écart de 2 qu'on voulait juger, on voulait voir si cet écart de 2 était important, on va le rapporter à l'écart type. On va calculer le rapport entre cette différence m moins mu0 et l'écart type de m. Pour pouvoir juger de l'importance de l'écart entre m et mu0, entre 13 et 15, on va le comparer par rapport à l'écart type de m, en calculant ce rapport. Et on trouve donc un rapport de moins 2,4. Autrement dit, l'écart entre m et mu0 est égal à 2,4 fois l'écart type de m. Alors, est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup? C'est là justement où on va utiliser une distribution de student pour comparer. Alors, que nous dit justement la distribution de student, distribution T? Elle nous dit, ce calcul qui sur le transparent là, qui nous le montre, elle nous dit que pour une distribution de student, correspondant donc à 49 degrés de liberté, comme c'est le cas ici, vous avez 95 chances sur 100 d'être entre moins TL et plus TL, donc entre moins 2,01 et plus 2,01, et seulement 5% de chance d'avoir un T qui est en dehors de l'intervalle. L'intervalle moins 2,01 plus 2,01. Nous, dans notre exemple, on a un T qui est égal à moins 2,4. Donc il est en dehors de l'intervalle des 95%. Donc il est dans les 5% à l'extérieur. Et donc, si on rejette l'hypothèse H0, il est clair que le risque d'erreur est au plus égal à 5%, donc même conclusion évidemment qu'avec la première méthodologie. Ça correspond en fait aux cas qui sont peu probables, 5% de chance au plus, où l'écart entre m et mu0 est tel que le rapport de cet écart à l'écart type dépasse cette valeur T limite. Alors c'est le cas ici, effectivement, puisque la valeur limite c'est 2,01 et nous on est en dessous, on est à l'extérieur. Donc dans ce cas-là, c'est un écart effectivement entre m et mu0 qui est important. Ce rapport 2,4 est important, donc il nous pousse en fait à rejeter l'hypothèse H0. Même conclusion évidemment, c'est juste une manière différente de présenter les choses. Alors, la troisième méthodologie, en fait, c'est tout simplement une variante de la précédente, mais c'est une variante très utile parce que ça correspond en fait à la manière pratique et moderne de faire un test d'hypothèse. Donc, important pour vous à connaître, c'est le plus pratique et le plus rapide. Donc, les hypothèses sont les mêmes, bien sûr, on teste les mêmes hypothèses, donc H0 mu égale 15 contre H1, pardon, mu différent de 15. On calcule même
même topo, donc le rapport T-calque, et on trouve bien sûr que ce rapport est égal à moins 2,4 comme tout à l'heure, hein. Ça veut dire que l'écart entre m et mu0, entre 13 et 15, vaut 2,4 fois l'écart type de m. Voilà. Et bien on va tout simplement calculer la p-valeur qui va être la proba d'avoir justement un tel rapport, d'avoir un écart entre m et mu0 qui vaut 2,4 fois l'écart type. Quelle est la proba d'avoir un écart entre m et mu0 qui est tel qu'il vaut 2,4 fois l'écart type? Et bien on calcule grâce à la fonction de Student que cette probabilité, hein, est égale à 0,02. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 98% des cas, hein, quand l'hypothèse est vraie, on devrait avoir un écart entre le m d'échantillon et la moyenne de la population, donc le 15 de l'hypothèse, qui soit tel que cet écart soit plus petit que 2,4 fois l'écart type. Et seulement il y a 2% de chance, hein, si vous voulez, d'avoir un écart entre m et mu0 qui dépasse 2,4 fois l'écart type. Hein. Donc on est dans ce cas-là ici. Hein. On est dans le cas justement où l'écart entre m et mu0 correspond à 2,4 fois l'écart type. Donc sur le dessin, on voit bien, c'est très clair, hein, qu'il y a peu de chances, hein, d'avoir un tel écart. Donc on peut rejeter l'hypothèse à 0, puisque dans ce cas-là, le risque d'erreur, hein, ne dépassera pas les 2%. Donc si on se fixe un risque tolérable, un risque d'erreur tolérable de 5%, ça c'est classique, donc un seuil de signification pour le test de 5%, nous, notre risque d'erreur, quand on rejette ici les 2%, c'est en dessous du 5%, donc on rejette l'hypothèse, tout simplement en comparant la p-valeur, ici 2%, par rapport au seuil limite qu'on choisit 5%. Dans la mesure où il est en dessous, eh bien on peut rejeter l'hypothèse. Si on veut trouver naturellement une p-valeur qui était plus grande que le alpha, le seuil tolérable de risque, dans ce cas-là, on n'aurait pas pu rejeter l'hypothèse, on aurait été obligé d'accepter l'hypothèse H0. Voilà, bon. C'est un petit peu lourd tout ça, mais vous allez voir par la pratique, tout va s'éclairer, et quand vous allez prendre en fait l'habitude, hein, le mécanisme en fait va être assimilé pour bien faire ce test et ces décisions, tout va aller pour le mieux. Alors, une petite, maintenant non pas variante, mais une petite différence au niveau des hypothèses. Hein, parfois, on est amené à faire, même souvent, à faire ce qu'on appelle un test unilatéral. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'hypothèse alternative, donc le H1, on est intéressé, plutôt que conclure à mu différent de 15, comme dans le test bilatéral, à conclure dans un sens par rapport à l'autre. C'est-à-dire, au lieu de conclure comme avant que la moyenne de la population était significativement différente de 15, hein, ici, on pourra éventuellement conclure, hein, que la moyenne est significativement inférieure à 15. Alors, dans quel cas on fait un test unilatéral? Qu'on a une présomption, qu'on a une suspicion par rapport à un sens. C'est-à-dire que quand il y a une direction par rapport à l'écart à privilégier, hein, qu'on veut montrer en fait qu'un écart est significativement dans un sens ou dans un autre. Voilà. Donc, dans ce cas-là, l'hypothèse H1 étant mu inférieur à 15, naturellement, dans ce cas-là, l'hypothèse H0 que l'on teste, c'est mu plus grand ou égal à 15. Alors, on va ensuite calculer, même chose, le rapport T-calque, qui sera le même. Hein, c'est m moins mu0 sur sigma m, bien sûr. Et donc, prendre une décision suite à un calcul de p-valeur, sauf que la p-valeur qu'on trouve dans le cas du test unilatéral, c'est la moitié de la précédente, parce qu'on s'intéresse au rejet uniquement d'un côté par rapport à la moyenne. C'est-à-dire qu'on est intéressé à montrer que l'écart est significativement d'un côté, hein, que en fait le mu est significativement inférieur à 15, hein, et l'autre côté ne nous intéresse pas dans le rejet. Hein. On est amené à privilégier un côté, donc dans ce cas-là, on considère qu'une des queues de la distribution, si vous voulez, et dans ce cas-là, hein, au lieu d'avoir un P qui est égal à 0,02, on trouve un P qui est égal à 0,01. Et dans ce cas-là, naturellement, on rejette également l'hypothèse H0. Hein, la p-valeur est inférieure, hein, est égale à la moitié de la précédente, au test bilatéral. Et donc, dans ce cas-là, on sera amené à rejeter H0, et donc à conclure à un écart qui est significatif
mais en donnant le sens de l'écart. C'est-à-dire qu'on a montré que, dans ce cas-là, hein, en acceptant H1, hein, on conclut que la moyenne de la population est significativement inférieure à 15, alors que dans le cas du test bilatéral, c'était différent d'eux. Bon, là encore, ça nécessite pour bien être assimilé, si vous voulez, un peu de pratique. Hein, donc le TD nous permettra en fait de faire différents exercices pour assimiler ces idées de tests bilatéraux et unilatéraux. Et enfin, on va terminer par un test sur une proportion. Hein. Donc le principe est le même hein, que pour une moyenne, sauf que là, on se limite aux grands échantillons, hein, puisque pour une proportion, le cas des échantillons est pas intéressant, je vous rappelle, hein, il faut réutiliser une binomiale, c'est les fourchettes d'estimation qu'on trouve sont beaucoup trop grandes, donc on se limite pour les proportions en fait à l'étude des grands échantillons. Voilà. Donc supposons qu'on souhaite tester l'hypothèse selon laquelle il y a 20% de fumeurs à Subdeco, donc avec une taille de population qui est égale à 1150. On prend un échantillon, donc c'est ce qui a été fait d'ailleurs il y a un mois sur votre promotion. Alors l'échantillon n'était pas forcément aléatoire pour l'ensemble de l'école, enfin, supposons que c'est le cas, hein, qu'on a un échantillon de 113 personnes, et on trouve un pourcentage de fumeurs de 27,7%. Hein, c'est effectivement ce qu'on a trouvé sur les 213 personnes de l'échantillon. Alors, les hypothèses qu'on va tester sont les suivantes. Hypothèse H0, donc on a bien 20% à Subdeco, d'accord? L'hypothèse H1, donc on n'a pas 20% à Subdeco. Si l'hypothèse H0 est vraie, ça veut dire que c'est par hasard qu'on a obtenu 27,7 sur les 200 personnes, sur les 213 personnes. D'accord? Parce que le hasard peut effectivement produire un écart par rapport à la valeur population. Vous le savez que d'un échantillon à l'autre, la proportion du fumeur peut varier. Hein, on peut tomber par hasard sur 213 personnes qui fument beaucoup, hein, et du coup avoir une proportion qui est supérieure à celle de la population. C'est possible. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir un tel écart, hein, un tel écart donc, entre 20% et 27%, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, bien sûr, hein, on peut avoir un tel écart par hasard. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est plausible? Est-ce que la probabilité d'avoir un tel écart est forte ou pas? Parce que si la probabilité donc d'avoir un tel écart par hasard est forte, on ne pourra pas rejeter l'hypothèse, on n'aura pas contredit l'hypothèse des 20%. Si par contre, la probabilité d'avoir un tel écart par le fait du hasard est faible, dans ce cas-là, on pourra rejeter l'hypothèse des 20%. Conclure à un écart significatif entre les 20% qui étaient prévus au départ, qui étaient annoncés au départ, et les 27% qu'on a obtenus dans la population, dans l'échantillon. Donc même type de calcul que précédent, donc on calcule le rapport Z-calc, ici, alors je prends Z parce que c'est une loi normale et pas une loi de Student. Donc on calcule le Z-calc qui est égal à P, donc de l'échantillon moins le P0, donc le 0,2, divisé par l'écart type de la proportion dans l'échantillon. Alors, application numérique. Donc, le P d'échantillon, donc, pardon, l'écart type de PE, hein, c'est égal à racine carrée de P0, facteur de 1 moins P0 divisé par N, multiplié par éventuellement un terme correcteur. Donc ici, le calcul a été fait avec terme correcteur. Et on trouve donc pour l'écart type sigma PE, on trouve donc 0,0256. Donc on peut calculer le Z-calc, donc le rapport précédent, hein, en évaluant la différence entre PE et P0, donc 0,277 moins 0,2, divisé donc par l'écart type qu'on vient de calculer, donc 0,0256, et on trouve 3. Autrement dit, l'écart entre le P d'échantillon, donc le 0,27, et le P0, donc le 0,2, cet écart, hein, entre 27% et 20%, il vaut 3 fois l'écart type de la proportion. Donc c'est un écart important en fait, hein, puisqu'on peut être à 3 fois l'écart type pour une description normale, on peut être à 3 fois l'écart type de la moyenne, d'accord? Mais bon, la probabilité est assez faible. Hein. Je vous rappelle qu'il y a une chance sur 100 pour le normal d'être à plus que 2,57 fois l'écart type.
Donc plus de 3 fois l'écart type, la proba est très faible. Alors, on va calculer la proba justement, la p-valeur, et on trouve une p-valeur de 0,00262. Autrement dit, vous n'avez que 2 chances sur 1000, donc 0,2 chances sur 100, d'avoir par hasard un écart entre PE et P0 qui est égal à une valeur aussi importante. Il y a peu de chances, si vous voulez, donc la probabilité on la connaît exactement, c'est 0,2% en fait, donc 2 pour 1000. Il y a peu de chances d'avoir, à partir d'une population dans laquelle vous avez 20% de fumeurs, de tomber sur un échantillon de 213 personnes dans lequel vous y êtes 27%. C'est possible, il y a peu de chances. Donc on aura tendance dans ce cas-là à rejeter l'hypothèse H0, comme quoi la proportion à sub de co est égale à 20%. On a une suspicion qu'elle est en fait plus grande que 20%, puisque sur l'échantillon de 113 personnes, on a trouvé 27%. Et encore une fois, c'est possible d'avoir une population à 20% et un échantillon à 27%, mais c'est possible, mais la proba est très faible. Donc si on rejette l'hypothèse H0, on a peu de chances de se tromper. Voilà. Bon, alors c'était un petit peu lourd effectivement, parce que cette méthodologie, en fait, des tests est rigoureuse, il faut bien la suivre. Ce qu'il faut maintenant, c'est pratiquer. Donc en TD, on va faire différents exemples, différents exercices, et je vous engage vivement à bien les faire, à essayer de bien les comprendre, et en faire d'autres aussi également, pour bien assimiler en fait la mécanique des tests. C'est une gymnastique intellectuelle qu'il faut prendre, une mécanique qu'il faut acquérir, et lorsque vous l'aurez, vous serez content parce qu'elle est acquise une fois pour toutes, et en fait, une fois qu'on a compris ce que c'est qu'un test, en fait, tous les tests se ressemblent. Voilà, donc bonne digestion, et à très bientôt pour la pratique en TD. Merci.